La douleur n'est pas venue du coup lui-même, mais du sourire qu'Irène Delamont a gardé sur les lèvres pendant que sa main se heurtait contre mon ventre de 5 mois, devant 75 invités qui ont fait semblant de ne rien voir, tandis que le son de la musique classique étouffait mon cri coincé dans la gorge et que le monde entier semblait se figer dans ce salon de réception décoré de roses blanches et de bougies dorées, où tous célébraient les 60 ans de la femme qui venait de tenter de détruire mon fils. Je m'appelle Maëlys Vautrel, et jusqu'à cette nuit de décembre glacial en Bretagne, je croyais encore que l'amour pouvait tout conquérir, que mon mariage avec Bastien Delamont serait assez fort pour résister au poison que sa mère distillait à chaque dîner de famille, à chaque regard de travers, à chaque commentaire empoisonné sur mes origines modestes, ma formation simple, mon inadéquation à porter le nom de famille qu'elle considérait aussi sacré qu'une couronne royale qui ne devrait jamais reposer sur la tête de quelqu'un comme moi. Mais cette nuit-là, quand j'ai senti l'impact de son poing contre l'endroit où mon bébé grandissait protégé et innocent, quand j'ai entendu le murmure glacial à mon oreille, « Votre fils naîtra infirme, vous n'êtes pas né pour être mère. » Quelque chose en moi s'est brisé d'une façon qu'aucun médecin ne pourrait jamais diagnostiquer. Parce que ce n'étaient pas des os cassés ou des tissus déchirés. C'était le dernier vestige de naïveté que je portais encore. La croyance fragile qu'il existait de la bonté dans cette famille qui ne m'avait accueillie que parce qu'elle n'avait pas le choix, parce que Bastien m'aimait assez pour défier sa mère pour la première fois de sa vie. Je suis tombée sur le sol de marbre froid, et le salon entier est resté suspendu dans un silence si lourd qu'il semblait aspirer tout l'oxygène de l'air, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton pause au milieu d'un film, et tous les visages autour de moi se sont transformés en masques de cire, yeux vitreux, aux bouches entr'ouvertes, personne ne bougeant, personne ne venant m'aider, personne n'osant confronter la matriarche Delamont qui restait là debout, imposante dans sa robe de soie bleu marine, avec ce sourire que je comprenais maintenant être la marque d'une cruauté si raffinée qu'elle pouvait être confondue avec de l'élégance. Bastien était à 3 mètres de moi, figé entre sa femme effondrée au sol et sa mère triomphante, et dans cet instant éternel, j'ai vu la vérité nue gravée sur son visage pâle. Il ne viendrait pas m'aider, parce que sa loyauté avait toujours appartenu d'abord à la femme qui l'avait élevé, modelée, contrôlée depuis le berceau, et je n'étais que l'intruse qui avait osé entrer dans ce château d'apparence et de fortunes anciennes, croyant naïvement que l'amour suffirait à me protéger. Je me suis relevée seule, les mains tremblantes, et le cœur battant si fort que je sentais le pouls dans mes tempes, ignorant la douleur aiguë qui irradiait de mon ventre et remontait le long de ma colonne comme du feu liquide. Et j'ai marché lentement vers la sortie de ce salon étouffant, sentant chaque paire d'yeux rivés sur mon dos, mais n'entendant aucune voix s'élever pour me défendre, aucun cri d'indignation, seulement le son étouffé de mes chaussures contre le sol poli et le murmure discret qui commençait à enfler derrière moi comme une vague de ragots qui alimenterait les conversations pendant des semaines. Je suis allée directement à l'hôpital cette même nuit, conduisant seule sur les routes sombres et sinueuses de Bretagne pendant que les larmes brouillaient ma vision et que le froid de décembre entrait par les fissures de la voiture comme des doigts glacés, essayant de me faire arrêter, de me faire abandonner, de me faire accepter que peut-être Irène avait raison, peut-être que je n'étais vraiment pas digne de cette famille, de cette vie, de ce bébé que je craignais maintenant d'avoir perdu à cause d'un seul coup lâche, donné avec une précision chirurgicale à l'endroit exact où la vie se formait. Le médecin de garde, un homme aux yeux fatigués et aux cheveux grisonnants appelé Docteur Moreau, m'a examiné avec une gentillesse qui m'a fait pleurer encore plus parce que cela faisait si longtemps que quelqu'un me traitait avec une réelle compassion que j'avais oublié ce que c'était d'être vu comme un être humain et non comme un problème à éliminer. Et quand il a finalement dit que le bébé allait bien, que le rythme cardiaque était fort et régulier, que mon corps avait protégé mon fils malgré l'impact, je me suis effondrée sur cette civière froide et j'ai laissé sortir tout ce que j'avais retenu pendant des mois d'humiliation silencieuse. Bastien est arrivé 1 heure plus tard, le visage pâle et les yeux rouges, s'excusant dans des mots bousculés, qui sonnaient vides comme des bouteilles brisées sur le sol, essayant de m'expliquer qu'il était resté trop choqué pour réagir sur le moment, qu'il ne savait pas quoi faire, qu'il n'avait jamais imaginé que sa propre mère serait capable de quelque chose comme ça. Mais je pouvais à peine le regarder
sans sentir un mélange toxique de colère et de déception qui brûlait ma gorge comme de la bile acide. Nous sommes rentrés à la maison en silence. Et dans les jours qui ont suivi notre vie, s'est transformé en une pièce de théâtre où nous jouions tous les deux les rôles d'un mariage qui n'existait déjà plus. Parce que quelque chose de fondamental s'était brisé cette nuit-là, et aucun de nous ne savait comment le réparer. Ou peut-être voulions-nous simplement ne pas admettre que certaines choses, une fois brisées, ne redeviennent jamais ce qu'elles étaient. Irène n'a pas appelé, n'a pas envoyé de fleurs, ne s'est pas excusée, comme si l'incident ne s'était jamais produit, comme si elle avait le droit divin de faire ce qu'elle voulait sans jamais avoir à rendre de compte à personne, et quand Bastien a suggéré timidement que nous devrions peut-être lui parler, qu'il y avait peut-être un malentendu, j'ai senti quelque chose de froid et tranchant se former dans ma poitrine, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant, et qu'il m'a fallu quelques jours pour reconnaître comme étant une détermination froide et calculatrice. C'est alors que je me suis souvenu de l'enveloppe. Mon père, Henri Vautrel, était mort 3 ans plus tôt, emporté par un cancer qu'il avait consumé en 6 mois brutaux, et parmi ses affaires, j'avais trouvé un dossier beige avec des documents qu'il m'avait demandé, sur son lit de mort, de garder mais de ne jamais ouvrir à moins que ce ne soit absolument nécessaire, parce que, avait-il dit d'une voix faible et les yeux creux, certaines vérités étaient trop dangereuses pour être révélées sans une raison très forte. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez senti votre respiration changer, si vous avez senti ce nœud dans la gorge que seules les vraies histoires provoquent, alors laissez un signe que vous m'écoutez. Commentez d'où vous regardez, parce que savoir que je ne suis pas seule dans ce souvenir me donne la force de continuer à raconter. Et si vous voulez que des histoires comme celle-ci continuent à vous parvenir, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Je promets que chaque mot en vaut la peine. À l'époque, avec la douleur fraîche de la perte, j'avais rangé ce dossier au fond d'un tiroir et essayé d'oublier qu'il existait. Parce que mon père avait toujours été un homme discret et réservé, qui avait travaillé toute sa vie comme comptable dans des entreprises de la région. Et je ne pouvais pas imaginer quel secret quelqu'un d'aussi ordinaire aurait pu garder. Mais maintenant, allongée dans le lit à côté d'un mari qui dormait agité pendant que je restais éveillée à sentir mon bébé bouger en moi, j'ai commencé à me demander si cette enveloppe n'était pas exactement ce dont j'avais besoin. J'ai attendu jusqu'à l'aube, quand le silence de la maison était si profond que je pouvais entendre ma propre respiration résonner dans la chambre sombre. Et je suis descendue lentement les escaliers jusqu'à mon petit bureau au rez-de-chaussée, où je gardais les papiers de mon ancienne vie, avant de devenir Madame Delamont et de perdre la moitié de qui j'étais dans le processus. Le dossier était là où je l'avais laissé, couvert d'une fine couche de poussière, et quand je l'ai ouvert sous la lumière faible de la lampe de bureau, j'ai trouvé des documents qui au début n'avaient aucun sens pour moi. Des copies d'anciens actes de naissance, des registres de propriété, des relevés bancaires de décennies passées, des photographies jaunies de personnes que je ne reconnaissais pas. Mais au fur et à mesure que je lisais, au fur et à mesure que je connectais les points que mon père avait méticuleusement marqués avec des post-it et des annotations en marge, la vérité a commencé à se révéler devant mes yeux comme un puzzle macabre assemblant son image finale. Irène Delamont, la femme qui me méprisait pour être trop simple, qui m'humiliait pour ne pas avoir le bon sang dans les veines, qui venait de tenter de détruire mon fils parce que je n'étais pas digne de porter un héritier. Delamont, cette femme n'était pas qui elle prétendait être, n'était pas qui le monde croyait qu'elle était, et l'empire qu'elle protégeait bec et ongles, la fortune qu'elle considérait trop sacrée pour être souillée par quelqu'un comme moi, rien de tout cela ne lui appartenait de droit. J'ai tout lu 3 fois, vérifiant chaque détail, chaque date, chaque nom, parce que l'information était si absurde, si impossible, que mon cerveau refusait de la traiter complètement, mais les documents ne mentaient pas. L'écriture soigneuse de mon père ne mentait pas, et lentement, très lentement, j'ai commencé à comprendre pourquoi il m'avait demandé de garder cela, pourquoi il avait dit que certaines vérités étaient trop dangereuses. J'ai passé les semaines suivantes à me déplacer dans la maison comme un fantôme, accomplissant les gestes mécaniques de la vie quotidienne, pendant que mon esprit travaillait frénétiquement sur les détails de ce que j'avais découvert, pesant chaque option, chaque conséquence, chaque chemin possible que cette connaissance pouvait ouvrir devant moi, et c'était pendant ces jours d'hiver rigoureux, quand la Bretagne se couvrait de givre,
et que le vent hurlait à travers les fissures des vieilles fenêtres, que j'ai pris ma décision. Je n'allais pas crier, je n'allais pas faire de scandale, je n'allais pas chercher des avocats ou porter cela devant les tribunaux. Parce que j'avais appris des Delamont que le vrai pouvoir ne s'exerce jamais avec du bruit, que les victoires les plus dévastatrices sont celles gagnées en silence, quand l'adversaire ne réalise même pas que la guerre a commencé jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre. Un jeudi soir, quand le thermomètre marquait 2 degrés et que les prévisions annoncèrent de la neige pour les prochaines heures, j'ai enfilé mon manteau le plus chaud, pris l'enveloppe que j'avais soigneusement préparée avec des copies de tous les documents essentiels, et je suis sorti de la maison sans rien dire à Bastien, qui était dans son bureau à répondre à des emails avec cette concentration forcée qu'il utilisait pour éviter les conversations difficiles. Le manoir des Delamont était à 20 minutes en voiture, une construction imposante du 19e siècle entourée de jardins qui était maintenant nue et sombre sous le ciel sans étoiles, et quand je me suis garé devant le portail en fer forgé, j'ai senti mon cœur s'accélérer, non pas de peur, mais d'une excitation étrange et puissante, parce que pour la première fois depuis que je connaissais cette famille, je n'étais pas là comme la belle-fille inadéquate, l'épouse tolérée, l'intruse qui devait une gratitude éternelle pour avoir été acceptée. J'ai sonné et attendu, écoutant le son résonner dans l'immense maison, et quand Irène a ouvert la porte avec cette expression de surprise mal dissimulée qui s'est rapidement transformée en dédain en me voyant là, seule et enceinte dans le froid mordant de la nuit, elle a commencé à dire quelque chose de cruel et sarcastique qui est mort sur ses lèvres quand elle a rencontré mon regard. Parce que je ne la regardais plus comme une victime regarde son bourreau, je n'étais plus courbée sous le poids de ses attentes impossibles et de son mépris calculé. Et quelque chose dans ma posture, dans la façon dont je tenais cette enveloppe beige contre ma poitrine, a dû déclencher une alarme primitive dans son cerveau, parce qu'elle est restée complètement immobile, comme un animal qui réalise soudainement qu'il est chassé. J'ai tendu l'enveloppe sans dire un seul mot, parce que les mots auraient été gaspillés avec quelqu'un comme elle, quelqu'un qui avait transformé la cruauté en art et la manipulation en science, et quand elle a pris l'enveloppe avec des doigts qui commençaient à trembler légèrement, quand elle l'a ouverte et a commencé à lire les documents que j'avais organisés dans un ordre chronologique parfait pour raconter l'histoire complète de sa fraude de 40 ans, j'ai vu son expression se défaire comme de la cire fondant sous une flamme intense. La couleur a fui son visage élégamment maquillé, transformant sa peau en quelque chose de gris et mort. Ses mains ont commencé à trembler tellement que les papiers oscillaient, créant un son de bruissement dans l'air glacial. Et quand elle a finalement levé les yeux pour me regarder, j'ai trouvé là non pas la matriarche puissante et intouchable que tout le monde connaissait, mais une femme terrifiée face à la ruine inévitable qui venait de frapper à sa porte. « Vous n'êtes pas une Delamont », ai-je finalement dit, et ma voix est sortie calme et ferme comme de la glace noire sur un lac gelé. « Vous ne l'avez jamais été. Et le bébé que vous avez tenté de détruire, le petit-fils que vous considérez indigne de porter votre nom de famille, il est le seul héritier légitime de tout cela. Le seul vrai Delamont qui restera quand la vérité éclatera. » Elle a essayé de parler, mais aucun son n'est sorti de sa bouche ouverte, et j'ai vu ses jambes faiblir jusqu'à ce qu'elle s'appuie contre le chambranle de la porte, tenant toujours ses papiers qui condamnaient toute son existence, tout son mensonge soigneusement construit au cours de décennies de tromperies méticuleuses. J'ai tourné le dos et marché vers ma voiture, sentant le froid mordre mon visage, mais sans m'en soucier, parce que pour la première fois en moi, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à une chaleur authentique couler dans mon corps. Pas la chaleur de la haine ou de la vengeance, mais quelque chose de plus profond et ancien. La satisfaction primitive d'avoir enfin récupéré ma dignité de cette femme qui avait tenté de tout me voler. Quand je suis rentrée à la maison, Bastien attendait dans le salon. Et à l'expression sur son visage, j'ai su qu'Irène l'avait déjà appelé, pleurant et criant, et probablement déformant tout. Mais je ne lui ai pas donné l'occasion de parler. J'ai simplement monté les escaliers vers notre chambre et fermé la porte à clé. Je me suis allongée sur le lit, avec les mains sur mon ventre, où mon fils bougeait encore tranquille et protégé. Et j'ai fermé les yeux, sachant que la tempête ne faisait que commencer, mais que cette fois, enfin, je ne serais pas détruite par elle. Vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite ?
comment Irène a réagi quand le château de mensonges a commencé à s'effondrer. Quel a été le choix impossible que j'ai dû faire entre la vérité et la famille? Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que cette histoire ne fait que commencer. Et ce qui va suivre va vous montrer que la justice n'arrive pas toujours comme nous l'attendons. Mais quand elle arrive, elle change tout. Le lendemain matin, je me réveillais avec la sensation étrange que le monde avait basculé pendant mon sommeil, que les fondations de la réalité s'étaient fissurées et que plus rien ne serait jamais comme avant, et quand je descendis à la cuisine en traînant mes pieds engourdis sur le carrelage froid, je trouvai Bastien assis à la table, le visage enfoui dans ses mains. Une tasse de café refroidie devant lui, qui témoignait qu'il était là depuis des heures. Il leva les yeux vers moi, avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage, un mélange de colère et de confusion et de quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Et avant même qu'il ouvre la bouche, je sus que la conversation qui allait suivre déterminerait si notre mariage survivrait ou s'effondrerait comme un château de cartes sous une bourrasque de vent glacial. « Qu'est-ce que tu as fait, Maëlys ?» demanda-t-il d'une voix rauque qui trahissait le manque de sommeil et peut-être aussi de larmes qu'il s'était interdit de verser. Ma mère m'a appelé 10 fois cette nuit. Elle était hystérique. Elle parlait de documents, de mensonges. Elle disait que tu voulais détruire notre famille. Et je ne comprends rien. Je ne comprends absolument rien à ce qui se passe. Je m'assis en face de lui avec cette lenteur calculée qui me venait naturellement maintenant, comme si mon corps avait appris à économiser chaque mouvement pour protéger la vie fragile qui grandissait en moi. Et je posais mes mains à plat sur la table en bois massif qui avait appartenu à ses grands-parents. Cette table qui portait les cicatrices de générations de repas familiaux et de secrets chuchotés entre les murs épais de cette maison bretonne. « Ta mère m'a frappé au ventre devant 75 personnes. » répondis-je calmement, chaque mot tombant comme une pierre dans un puits sans fond. Elle a dit que notre fils naîtrait infirme, que je n'étais pas née pour être mère. Et toi, tu es resté là, paralysé, incapable de choisir entre ta femme et la femme qui t'a élevé. Alors ne viens pas me demander ce que j'ai fait comme si j'étais la criminelle dans cette histoire. Bastien se passa les mains dans les cheveux avec ce geste nerveux qui lui était si familier quand il se sentait dépassé par les événements, et je vis quelque chose se briser dans ses yeux bleus qui m'avaient autrefois fait croire aux contes de fées et aux fins heureuses, quelque chose qui ressemblait à la prise de conscience tardive qu'il avait échoué au test le plus important de sa vie. Je sais que j'aurais dû réagir différemment, que j'aurais dû te protéger, et je porterai cette honte jusqu'à ma mort, dit-il en se penchant vers moi avec une urgence désespérée. Mais ces documents que tu lui as donnés, Maëlys, si ce qu'elle m'a dit est vrai, si tu as vraiment des preuves qu'elle n'est pas. Il ne put finir sa phrase, comme si prononcer les mots à voix haute rendrait la chose trop réelle, trop définitive. Et je compris que malgré tout ce qui s'était passé, malgré la violence et l'humiliation et la trahison, une partie de lui refusait encore d'accepter que sa mère puisse être autre chose que la femme forte et intouchable qu'il avait idolâtrée toute sa vie. Elle s'appelle Irène Moreau, dis-je doucement, presque tendrement, parce que je n'étais pas en colère contre lui. Pas vraiment. J'étais juste infiniment triste que nous en soyons arrivés là. Elle est née à Rennes en 1965, fille d'un ouvrier d'usine et d'une couturière. Et elle a grandi dans une HLM du quartier de Maurepas, bien loin des châteaux et des fortunes anciennes qu'elle prétend avoir héritées. Bastien secoua la tête comme pour chasser mes paroles de son esprit, mais je continuais implacablement, parce que maintenant que j'avais commencé, il fallait aller jusqu'au bout. Il fallait qu'il entende toute la vérité, même si elle le détruisait. En 1984, elle travaillait comme serveuse dans un restaurant chic de Saint-Malo, où elle a rencontré ton vrai père, Alexandre Delamont, qui était l'héritier légitime de la fortune familiale, racontai-je en regardant son visage se décomposer à mesure que les mots s'enfonçaient dans sa conscience comme des lames. Ils ont eu une liaison, elle est tombée enceinte de toi, et quand Alexandre a refusé de l'épouser parce qu'il était déjà marié à une femme de son milieu, elle a fait quelque chose d'extraordinairement audacieux ou d'extraordinairement fou, selon le point de vue. Je sortis de la poche de ma robe de chambre une copie d'une photo Joey que j'avais trouvée dans le dossier de mon père. Une photo montrant une jeune femme brune, devant un petit appartement délabré, tenant un bébé dans ses bras, avec une expression de détermination farouche qui me rappelait tant l'Irène d'aujourd'hui que j'avais immédiatement su que c'était elle.
Elle a fait chanter Alexandre en menaçant de révéler leur liaison et son existence à sa vraie famille, qui était très religieuse et très stricte sur les questions de moralité, continuai-je pendant que Bastien fixait la photo comme si elle était écrite dans une langue étrangère. Mais Alexandre est mort dans un accident de voiture 6 mois après ta naissance, et Irène s'est retrouvée avec un bébé, sans argent, et un secret qui pouvait lui ouvrir toutes les portes ou la détruire complètement. Les minutes s'écoulaient dans un silence épais, uniquement ponctué par le tic-tac de l'horloge ancienne accrochée au mur de la cuisine. Et je laissais Bastien absorber l'information, assimiler ce que cela signifiait, non seulement pour sa mère, mais pour lui-même, pour l'homme qu'il avait cru être toute sa vie. La vraie héritière de Lamont était la cousine d'Alexandre, Mathilde de Lamont, qui vivait à Paris et ne s'était jamais mariée, expliquai-je finalement. Elle est morte en 1986 dans des circonstances que les autorités ont jugées accidentelles, mais que mon père, qui travaillait comme comptable pour la famille à l'époque, a toujours trouvé suspecte. Et dans son dossier, il a documenté des incohérences dans les rapports d'autopsie, des témoignages contradictoires, des zones d'ombre que personne n'a jamais voulu éclaircir. Bastien se leva brusquement, renversant sa chaise qui tomba avec un bruit sec sur le sol, et il se mit à marcher de long en large dans la cuisine, comme un animal en cage, les mains tremblantes, la respiration saccadée, et je le laissais faire parce que je savais qu'il fallait qu'il évacue ce trop-plein d'émotions avant de pouvoir penser rationnellement à ce que nous allions faire maintenant. Après la mort de Mathilde, Irène s'est présentée comme sa belle-sœur éloignée, a produit de faux documents d'identité et de mariage parfaitement falsifiés, et comme elle avait un enfant qui portait le sang de Lamont dans ses veines, même si c'était par une liaison illégitime, les autorités et la famille ont accepté sa version. Continuai-je implacablement. Elle a hérité de tout, la fortune, les propriétés, le nom, et pendant 40 ans, elle a vécu cette vie de mensonge, terrifiée qu'un jour quelqu'un découvre la vérité et lui arrache tout ce qu'elle avait volé. Bastien s'arrêta devant la fenêtre qui donnait sur le jardin où les premiers flocons de neige commençaient à tomber, transformant le paysage en une toile vierge et silencieuse, et quand il parla à nouveau, sa voix était si basse que je dus tendre l'oreille pour l'entendre. « Comment ton père savait-il tout ça ?» demanda-t-il sans se retourner. « Pourquoi aurait-il gardé ces informations secrètes pendant tant d'années? Pourquoi ne les aurait-il jamais révélées ?» C'était une bonne question, la question essentielle, et j'avais passé des nuits entières à y réfléchir en lisant et relisant les notes méticuleuses que mon père avait laissées, essayant de comprendre la logique de ses choix, la moralité de son silence. « Parce qu'il avait peur, répondis-je simplement. Peur pour lui, peur pour ma mère, peur pour moi, parce qu'il savait qu'Irène était capable de tout pour protéger son secret, et il a préféré garder le silence plutôt que de mettre sa famille en danger. Mais avant de mourir, il a voulu me donner les armes nécessaires pour me défendre si jamais j'en avais besoin. » Bastien se retourna enfin, et nos regards se croisèrent à travers la cuisine inondée de lumière hivernale, et dans ses yeux, je vis non pas de la colère ou du déni, mais une profonde et terrible compréhension, comme s'il réalisait soudain que toute sa vie avait été construite sur un mensonge, que l'identité qu'il portait avec fierté n'était qu'une façade brillante cachant une fondation pourrie. « Qu'est-ce que tu veux faire maintenant ?» demanda-t-il d'une voix à peine audible. « Tu vas rendre tout ça public ? Tu vas détruire ma mère, notre famille, tout ce que nous avons ?» C'était le moment crucial, la décision qui définirait non seulement notre avenir, mais aussi le genre de personne que j'étais vraiment. Et je pris quelques secondes pour réfléchir avant de répondre, parce que je voulais être absolument sûr de ce que j'allais dire. « Je ne veux pas détruire qui que ce soit, » dis-je finalement, en posant mes mains sur mon ventre arrondi où notre fils continuait sa croissance paisible, ignorant la tempête qui faisait rage autour de lui. « Je veux juste que ta mère comprenne qu'elle ne peut plus me traiter comme une moins que rien, qu'elle ne peut plus menacer mon enfant, qu'elle ne peut plus régner par la terreur et l'humiliation sans conséquence. Et si pour obtenir ce respect, je dois brandir la menace de révéler son secret, alors c'est ce que je ferai. » Bastien hocha lentement la tête, et je vis quelque chose changer dans son expression, comme s'il comprenait enfin que j'avais raison, que sa mère avait franchi une ligne qu'on ne pouvait pas pardonner, peu importe les excuses ou les justifications qu'elle pourrait invoquer.
Je veux te croire, Maëlys. Je veux croire que tu ne fais pas ça par vengeance ou par cruauté, mais par nécessité, dit-il en s'approchant de moi avec une hésitation dans les gestes qui trahissaient son incertitude. Mais tu dois comprendre que si cette information devient publique, ce n'est pas seulement ma mère qui sera détruite, c'est moi aussi, c'est notre fils aussi, parce qu'il portera pour toujours le poids de savoir que son héritage est construit sur un mensonge et un crime. Il avait raison, évidemment. Et c'était précisément ce dilemme qui m'avait empêché de dormir toutes ces nuits depuis que j'avais découvert la vérité, parce que je ne voulais pas que mon fils grandisse sous l'ombre de la honte et du scandale. Je voulais qu'il ait une vie normale, heureuse, loin des complots et des secrets sordides qui empoisonnaient cette famille depuis avant sa naissance. Alors ta mère a un choix très simple à faire, répondis-je fermement. Elle peut soit me traiter, moi et notre enfant, avec le respect et la dignité que nous méritons, accepter que je fais partie de cette famille et arrêter ses manipulations et ses cruautés, soit elle peut continuer sur le chemin qu'elle a choisi et faire face aux conséquences quand la vérité éclatera au grand jour. Bastien s'assit lourdement sur la chaise qu'il avait renversée et qu'il remit en place machinalement. Et pendant un long moment, nous restâmes là dans cette cuisine qui soudain semblait trop petite pour contenir tout le poids de nos secrets et de nos peurs. Deux personnes qui s'étaient aimées et qui maintenant ne savaient plus très bien si cet amour suffirait à survivre à la tempête. « Je vais lui parler, dit-il finalement. Je vais essayer de lui faire comprendre qu'elle doit changer, qu'elle ne peut plus continuer comme avant. Mais Maëlys, tu dois me promettre une chose. » Je le regardais attentivement, me demandant quelles conditions il allait poser, quelle loyauté conflictuelle allait s'exprimer dans ses prochains mots. « Promets-moi que tu ne rendras pas ces documents publics sans m'en parler d'abord, que tu me donneras une chance de trouver une solution qui ne détruise pas complètement ma mère, même si elle a fait des choses impardonnables. » supplia-t-il avec une vulnérabilité que je ne lui avais jamais vue. Elle est encore ma mère, malgré tout, et je ne peux pas simplement effacer 33 ans de relation, même si je sais maintenant qu'une grande partie était basée sur des mensonges. Je compris alors que Bastien serait toujours déchiré entre nous deux, que je ne pourrais jamais vraiment gagner son allégeance complète tant qu'Irène serait vivante et présente dans nos vies, mais je compris aussi que peut-être c'était acceptable. Peut-être que l'amour n'était pas une compétition avec un gagnant et un perdant, mais plutôt un équilibre précaire entre différentes loyautés et différentes vérités. « Je te promets, dis-je, et c'était une promesse que je pensais vraiment tenir. Mais seulement si elle accepte de changer réellement, pas juste en parole, mais en action. Et si elle fait le moindre geste contre moi ou notre enfant, cette promesse sera annulée et je ferai ce que je dois faire. » Les jours suivants furent étranges et tendus, comme si nous vivions dans un état de suspension entre l'avant et l'après, attendant que quelque chose se passe mais sans savoir exactement quoi. Et je passais mes journées à préparer la chambre du bébé, à lire des livres sur la maternité, à faire semblant que tout était normal alors que nous savions tous que rien ne serait plus jamais normal. Irène n'appela pas, n'envoya pas de message, ne donna aucun signe qu'elle avait reçu mon ultimatum silencieux, et son absence même était une présence oppressante qui pesait sur la maison comme un brouillard toxique qu'on ne pouvait ni voir ni toucher, mais qui rendait la respiration difficile. Bastien allait la voir presque tous les jours, revenant à chaque fois avec le visage fermé et les épaules voûtées, refusant de me dire ce qu'ils avaient discuté, ce qu'elle avait dit, comment elle avait réagi, et je respectais son silence parce que je savais que c'était sa façon de gérer le chaos intérieur qui le déchirait entre deux femmes qui représentaient deux versions incompatibles de sa vie. 3 semaines passèrent ainsi, 3 semaines pendant lesquelles la neige tomba et fondit et tomba à nouveau, couvrant la Bretagne d'un manteau blanc qui étouffait tous les sons et transformait le monde en un royaume de fantômes et de souvenirs. Et puis un soir, alors que je préparais le dîner en écoutant distraitement les informations à la radio, la sonnette retentit avec une insistance qui me fit sursauter. J'ouvris la porte et trouvai Irène, debout sur le seuil, sans son habituelle armure d'élégance et de hauteur. Juste une femme de 60 ans, enveloppée dans un manteau de laine sombre, les cheveux légèrement décoiffés par le vent, les yeux rougis comme si elle avait pleuré, ou comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. « Il faut qu'on parle », dit-elle d'une voix que je ne lui connaissais pas. Une voix vidée de toute arrogance et de toute certitude. « S'il te plaît, Maëlys, laisse-moi entrer, laisse-moi t'expliquer. » Je restais figé dans l'embrasure de la porte pendant ce qui me sembla une éternité,
regardant cette femme qui m'avait terrorisée et humiliée pendant des mois, cette femme qui avait frappé mon ventre avec l'intention délibérée de blesser mon enfant, et je cherchais en moi un reste de compassion ou de curiosité suffisant pour la laisser entrer dans ma maison, dans mon sanctuaire. Mais tout ce que je trouvais fut une fatigue immense et une méfiance viscérale qui me hurlait de refermer la porte et de la laisser dans le froid où elle méritait d'être. Pourtant, quelque chose dans son expression, peut-être le désespoir authentique que je voyais briller dans ses yeux habituellement si contrôlés, me fit reculer d'un pas et lui faire signe d'entrer, pas par bonté, mais par une sorte de fascination morbide pour voir jusqu'où elle était prête à aller, pour sauver sa peau, pour protéger le mensonge qu'elle avait construit pierre par pierre au fil des décennies. Elle entra lentement, comme si chaque pas lui demandait un effort considérable, et je la conduisis au salon où nous nous assîmes face à face dans les fauteuils confortables que Bastien et moi avions choisis ensemble lors de notre emménagement, à l'époque où nous pensions encore que l'amour suffisait à tout conquérir et que les familles étaient des refuges plutôt que des champs de bataille. « Ton père était un homme perspicace », commença-t-elle sans préambule, les mains jointes sur ses genoux dans un geste qui trahissait une nervosité qu'elle essayait désespérément de cacher. Il a compris ce que personne d'autre n'a vu, ou ce que les autres ont choisi de ne pas voir parce que c'était plus confortable de croire aux apparences, et pendant toutes ces années, j'ai vécu dans la terreur qu'il révèle ce qu'il savait, qu'il détruise tout ce que j'avais construit. Je ne dis rien, me contentant de la regarder avec cette impassibilité que j'avais apprise à cultiver. Et mon silence sembla la déstabiliser encore plus que n'importe quelle parole accusatrice aurait pu le faire. « Je sais que tu me hais, et tu as toutes les raisons du monde de le faire, » continua-t-elle en évitant mon regard, fixant plutôt ses mains comme si elles contenaient toutes les réponses qu'elle cherchait. Ce que j'ai fait lors de mon anniversaire était impardonnable, cruel, monstrueux, et je n'ai aucune excuse valable à offrir si ce n'est que la peur me rend folle, que l'idée de perdre tout ce que j'ai me transforme en quelque chose que je ne reconnais plus. C'était pathétique, vraiment, de voir cette femme si fière et si dure essayer de s'apitoyer sur elle-même, de se présenter comme une victime des circonstances, alors qu'elle avait choisi délibérément chaque action qui l'avait menée là où elle était maintenant. Mais je la laissais continuer parce que je voulais entendre toute l'histoire de sa bouche, pas juste les faits secs documentés dans les papiers de mon père, mais l'expérience vécue, les motivations, les justifications tordues qu'elle s'était racontées à elle-même pour pouvoir dormir la nuit. « Tu veux savoir comment j'en suis arrivée là ?» demanda-t-elle en levant enfin les yeux vers moi. Et dans son regard, je vis quelque chose qui ressemblait presque à un défi. « Tu veux savoir comment une fille d'ouvrier élevée dans une HLM misérable est devenue Irène de Lamont, respectée et crainte dans toute la Bretagne ?»« Je connais déjà les grandes lignes, » répondis-je calmement. « Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment on peut vivre avec un tel mensonge pendant 40 ans. Comment on peut regarder son fils dans les yeux tous les jours en sachant qu'on lui a volé son véritable héritage et sa véritable identité ?» Irène eut un rire amer qui ressemblait plus à un sanglot étranglé, et elle se passa la main sur le visage dans un geste de lassitude infinie. « Tu crois que je n'ai pas pensé à ça chaque jour de ma vie ?» dit-elle d'une voix rauque. « Tu crois que c'est facile de porter un tel secret? De savoir que si la vérité sort, je perds non seulement ma fortune et mon statut, mais aussi mon fils, parce qu'il ne me pardonnera jamais d'avoir construit sa vie entière sur un mensonge. » Je sentis malgré moi une pointe de pitié percer à travers ma colère, parce qu'il était clair qu'elle souffrait réellement, que le poids de son secret l'avait rongée de l'intérieur pendant toutes ces années, mais cette pitié fut de courte durée quand je me rappelai qu'elle avait choisi ce chemin, que personne ne l'avait forcée à falsifier des documents et à usurper une identité, et peut-être même à tuer pour protéger sa fraude. « Mathilde de Lamont », dis-je doucement, prononçant le nom comme une accusation. Comment est-elle morte exactement? Le visage d'Irène se ferma instantanément, tous les muscles se contractant comme si je venais de la frapper physiquement, et je sus immédiatement que j'avais touché le nerf le plus sensible, le secret au cœur du secret, la vérité qu'elle avait ensevelie si profondément qu'elle avait presque réussi à se convaincre elle-même que ça ne s'était jamais produit. « C'était un accident », dit-elle après un long silence, mais sa voix manquait totalement de conviction. Elle est tombée dans l'escalier de sa maison parisienne, elle s'est brisé le cou,
Les enquêteurs ont conclu à une mort accidentelle et l'affaire a été classée. Sauf que ton père a trouvé des incohérences dans le rapport d'autopsie. Des témoins qui ont changé leur déclaration après avoir été visités par quelqu'un correspondant à ta description et une trace de virement bancaire suspect fait de ton compte vers celui d'un inspecteur de police 2 semaines après la mort, énumérai-je en regardant son visage se vider de toute couleur. Alors je vais te reposer la question, Irène. Et cette fois, je veux la vérité. Comment Mathilde Delamont est-elle morte ? Les minutes s'écoulèrent dans un silence si lourd qu'il semblait aspirer tout l'oxygène de la pièce, et je vis Irène lutter intérieurement, tiraillée entre son instinct de survie qui lui hurlait de continuer à mentir, et peut-être une part d'elle-même, enfouie depuis longtemps, qui était fatiguée de porter seule le poids de cette vérité terrible. Elle avait découvert qui j'étais vraiment, finit-elle par dire dans un murmure à peine audible. Un de ses cousins éloignés avait retrouvé de vieux documents de famille et avait fait le rapprochement. Et Mathilde m'a convoqué chez elle pour me confronter, pour me dire qu'elle allait révéler la vérité et me faire arrêter pour fraude et usurpation d'identité. Je retins mon souffle, sachant que nous approchions du moment crucial, du point de non-retour où Irène allait soit avouer le meurtre, soit continuer à le nier, et de cette décision dépendrait tout ce qui suivrait. Nous nous sommes disputés en haut de l'escalier. Elle était furieuse. Elle criait que j'étais une voleuse et une menteuse, que je ne méritais rien de ce que j'avais pris, et J'ai eu peur, continua Irène en tremblant de tout son corps. Peur de tout perdre, peur d'aller en prison, peur que Bastien grandisse sans moi, et dans un moment de panique absolue, j'ai poussé. Le mot tomba entre nous comme une pierre au fond d'un puits, créant des ondes qui se propageaient dans toutes les directions. Et je réalisai que j'avais maintenant en ma possession non seulement la preuve d'une fraude, mais aussi la confession d'un meurtre, et que cette information me donnait un pouvoir terrifiant sur cette femme qui m'avait tant fait souffrir. Elle est tombée, elle a dévalé tout l'escalier, et quand je suis descendue, elle ne bougeait plus. Il y avait du sang, ses yeux étaient ouverts et vides. Et j'ai su que je venais de franchir une ligne qu'on ne peut jamais revenir en arrière, dit Irène en pleurant maintenant ouvertement, les larmes coulant sur ses joues sans qu'elle fasse le moindre geste pour les essuyer. J'ai paniqué. J'ai appelé quelqu'un que je connaissais, quelqu'un qui avait besoin d'argent et qui était prêt à arranger les choses, et ensemble, nous avons fait en sorte que ça ressemble à un accident. Et personne n'a jamais su, personne n'a jamais douté. Je me levai et marchais jusqu'à la fenêtre, incapable de rester assise plus longtemps face à cette femme qui venait de m'avouer avoir tué quelqu'un pour protéger son mensonge, et je regardais la neige tomber doucement dehors, si pure et si innocente, en contraste total avec la noirceur de ce que je venais d'entendre. « Pourquoi me racontes-tu tout ça maintenant ?» demandai-je sans me retourner. « Tu sais que cette confession me donne encore plus de pouvoir sur toi, que maintenant je peux non seulement révéler ta fraude, mais aussi te faire accuser de meurtre. » « Parce que je suis fatiguée, » répondit Irène d'une voix brisée. « Fatiguée de mentir. Fatiguée d'avoir peur chaque jour que le château de cartes s'effondre. Fatiguée de voir mon fils me regarder avec cette adoration aveugle, alors que je sais que je ne la mérite pas. Et peut-être qu'une part de moi veut juste que tout ça se termine enfin, d'une manière ou d'une autre. » Je me retournai et la regardai vraiment pour la première fois depuis qu'elle était entrée, non pas comme l'ennemi qu'il fallait vaincre ou comme le monstre qu'il fallait détruire, mais comme un être humain complexe et brisé qui avait fait des choix terribles sous la pression de la peur et de l'ambition, et qui maintenant devait vivre avec les conséquences de ses choix. « Qu'est-ce que tu attends de moi ?» demandai-je finalement. « Tu veux que je te pardonne ? Que je garde ton secret ? Que je fasse comme si rien de tout ça n'était arrivé ? » « Je ne m'attends à rien, » dit-elle en se levant aussi, épuisée et défaite. « Je voulais juste que tu saches la vérité complète, que tu comprennes que je ne suis pas juste un monstre sans cœur, mais quelqu'un qui a fait des erreurs monumentales et qui doit maintenant en payer le prix, quel qu'il soit. » Nous restâmes là, 2 femmes séparées par un gouffre d'incompréhension et de douleur. Et je sus que quoi que je décide maintenant définirait non seulement son avenir, mais aussi le mien. Parce que le pouvoir de détruire quelqu'un complètement est aussi le pouvoir de se détruire soi-même dans le processus. « Je vais réfléchir à ce que tu m'as dit, » déclarai-je finalement. « Je ne te promets rien, je ne te garantis rien.
Mais je vais prendre le temps de réfléchir à ce qui est juste, pas seulement pour moi ou pour toi, mais pour Bastien et pour l'enfant que je porte et qui mérite de grandir sans être écrasé par le poids de nos erreurs. Irène hocha la tête et se dirigea vers la porte. Mais avant de sortir, elle se retourna une dernière fois, et dans son regard je vis quelque chose qui ressemblait à de la gratitude mêlée de résignation. « Ton fils sera un vrai de Lamont, tu sais, » dit-elle doucement. Pas par le mensonge ou la fraude, mais par le sang qui coule dans ses veines, le sang d'Alexandre qui était un homme bon malgré ses erreurs, et peut-être que c'est finalement la seule chose qui compte vraiment. Après son départ, je restais longtemps immobile dans l'entrée, essayant de comprendre ce que je ressentais, essayant de démêler l'écheveau complexe d'émotions contradictoires qui me traversaient, colère, pitié, dégoût, compassion, vengeance, pardon, et réalisant que peut-être il n'y avait pas de réponse simple, pas de solution parfaite, juste des choix difficiles qui nous définissent autant par ce que nous décidons de faire que par ce que nous choisissons de ne pas faire. Les semaines qui suivirent la confession d'Irène furent parmi les plus étranges et les plus difficiles de ma vie, parce que je portais maintenant un secret tellement lourd qu'il menaçait de m'écraser sous son poids, un secret qui pouvait détruire une famille entière ou la libérer, selon la façon dont je choisirais de l'utiliser. Et cette responsabilité me tenait éveillée la nuit, me faisant tourner et retourner dans le lit, pendant que Bastien dormait innocemment à côté de moi, ignorant que sa femme détenait le pouvoir de faire exploser son monde. Mon ventre continuait à s'arrondir. Mon fils grandissait fort et sain, malgré le traumatisme qu'il avait subi avant même de naître, et je passais de longues heures assise dans la chambre que nous avions préparée pour lui, entourée de peluches douces et de couvertures colorées, me demandant quel genre de monde j'allais lui offrir, quel genre d'héritage je voulais lui laisser au-delà de la fortune matérielle et du nom prestigieux. Bastien sentait bien que quelque chose avait changé entre sa mère et moi, que la dynamique s'était déplacée d'une manière qu'il ne comprenait pas complètement, et il me posait parfois des questions hésitantes sur ce qu'elle m'avait dit lors de sa visite, ce que nous avions décidé. Mais je restais évasive, lui promettant qu'on parlerait de tout après la naissance du bébé, quand j'aurais eu le temps de vraiment réfléchir à ce qui était juste. Irène, de son côté, avait complètement changé de comportement, comme si notre conversation l'avait libérée d'un fardeau qu'elle portait depuis trop longtemps. Et elle m'appelait maintenant régulièrement, non pas pour me menacer ou me critiquer, mais pour prendre de mes nouvelles, me demander si j'avais besoin de quelque chose, me proposer de m'accompagner aux rendez-vous médicaux, et ce changement était si radical, si inattendu, que je ne savais pas comment y réagir. Un soir de février, alors que la neige commençait enfin à fondre et que les premiers signes du printemps apparaissaient timidement dans le jardin, Bastien et moi étions assis dans le salon après le dîner quand il posa finalement la question que je savais qu'il finirait par poser. « Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et ma mère ?» demanda-t-il d'une voix calme mais insistante. « Elle a complètement changé. Elle est devenue quelqu'un que je ne reconnais pas. Et je sais que ça a quelque chose à voir avec votre conversation, mais tu refuses de m'en parler. Et j'ai besoin de comprendre, Maëlys. J'ai besoin de savoir ce qui se passe dans ma propre famille. » Je regardais cet homme que j'avais épousé en croyant que l'amour suffirait à tout conquérir, cet homme qui avait été déchiré entre deux femmes, qu'il aimait de manière différente, mais également profonde, et je réalisais qu'il méritait de connaître la vérité, toute la vérité, même si cette vérité risquait de le détruire. « Elle m'a tout avoué, » dis-je simplement, et les mots tombèrent dans le silence du salon comme des pierres dans un lac tranquille. Non seulement la fraude et l'usurpation d'identité, mais aussi ce qui est arrivé à Mathilde de Lamont. Comment elle est vraiment morte, et pourquoi ton père? Pourquoi Henri Vautrel a gardé le silence pendant toutes ces années? Le visage de Bastien devint d'une pâleur mortelle, et je vis ses mains se crisper sur les accoudoirs du fauteuil, comme s'il avait besoin de se raccrocher à quelque chose de solide pour ne pas s'effondrer. « Dis-moi que ce n'est pas ce que je pense, » murmura-t-il d'une voix étranglée. « Dis-moi que ma mère n'a pas, qu'elle n'a pas. Elle l'a poussée dans l'escalier, dis-je aussi doucement que possible, mais il n'y avait pas de manière douce de dire une chose pareille. Mathilde avait découvert la vérité sur son identité et menaçait de tout révéler. Et dans un moment de panique, Irène a fait quelque chose d'irréversible, quelque chose dont elle a dû vivre avec le poids chaque jour depuis.
Bastien se leva brusquement et se mit à marcher dans la pièce comme un animal blessé, les mains dans les cheveux, le souffle court, et je le laissai faire, sachant qu'il fallait qu'il assimile l'information à son propre rythme, qu'il traverse les différentes étapes du choc et du déni et de la colère avant de pouvoir commencer à réfléchir rationnellement. « Pourquoi est-ce qu'elle t'a raconté ça ?» demanda-t-il finalement en s'arrêtant devant la fenêtre, le dos tourné vers moi. « Pourquoi est-ce qu'elle prendrait le risque de t'avouer un meurtre alors qu'elle sait que tu pourrais la détruire avec cette information ?»« Parce qu'elle est fatiguée de mentir. » répondis-je en me levant aussi pour m'approcher de lui. Fatiguée de vivre dans la peur constante que son secret soit découvert. Et peut-être qu'une part d'elle veut juste que tout ça se termine, d'une manière ou d'une autre, même si ça signifie perdre tout ce qu'elle a. Bastien se retourna vers moi et nos regards se croisèrent. Et dans ses yeux, je vis une douleur si profonde, si pure, que j'eus envie de le prendre dans mes bras et de lui dire que tout irait bien. Mais je savais que ce serait un mensonge, parce que rien n'irait jamais vraiment bien après ce qu'il venait d'apprendre. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-il, et sa voix était celle d'un enfant perdu plutôt que celle d'un homme adulte. « Tu vas la dénoncer ? Tu vas détruire ma mère et notre famille avec elle ?» C'était la question à 1 million d'euros, la question qui m'avait hanté depuis la confession d'Irène, et j'avais passé des nuits entières à peser les options, à examiner les conséquences de chaque choix possible. Je ne sais pas, avouai-je honnêtement. Une partie de moi veut qu'elle paie pour ce qu'elle a fait, non seulement à Mathilde mais aussi à moi et à notre fils, mais une autre partie comprend que révéler son secret détruirait non seulement elle, mais aussi toi et notre enfant, qui grandirait sous l'ombre du scandale. Et je ne veux pas ça pour lui. Je ne veux pas que son héritage soit marqué par la honte et la culpabilité. Bastien s'approcha et prit mes mains dans les siennes. Et dans ce geste simple, je sentis tout l'amour qu'il avait pour moi, mêlé à la peur de perdre sa mère, de perdre tout ce qui donnait un sens à sa vie. « S'il te plaît, Maëlys, » supplia-t-il d'une voix brisée, « je ne te demande pas de pardonner à ma mère pour ce qu'elle a fait, parce que je ne suis pas sûr de pouvoir lui pardonner moi-même. Mais je te demande de réfléchir à ce qui est le mieux pour notre fils, pour la vie que nous voulons construire ensemble, et de considérer s'il n'y a pas une autre voie, un autre chemin qui ne passe pas par la destruction totale. » Je regardais cet homme que j'aimais malgré tout, malgré sa faiblesse et son incapacité à me protéger quand j'en avais le plus besoin. Et je réalisais que peut-être la vraie force n'était pas dans la vengeance ou la justice implacable, mais dans la capacité à choisir la miséricorde même quand on a tous les droits d'être impitoyable. « Il y a des conditions, » dis-je finalement, et je vis l'espoir s'allumer dans ses yeux. « Ta mère doit aller voir un avocat et rédiger une confession complète de tout ce qu'elle a fait. Confession qui sera gardée dans un coffre-fort avec instruction de l'ouvrir seulement si jamais elle récidive dans ses comportements cruels ou si elle essaie de nous faire du mal d'une quelconque façon. » Bastien hocha la tête vigoureusement, prêt à accepter n'importe quelle condition tant qu'elle ne menait pas à la destruction immédiate de sa mère. Elle doit aussi faire don d'une partie importante de la fortune de Lamont à des œuvres caritatives qui aident les femmes victimes de violences domestiques et les enfants défavorisés, continuai-je. Pas juste une petite somme symbolique, mais assez pour faire une vraie différence, assez pour racheter au moins une petite partie du mal qu'elle a causé. « D'accord, je suis sûr qu'elle acceptera », dit Bastien avec une urgence désespérée. « Quoi d'autre? Quelles autres conditions? Et surtout, elle doit promettre, devant témoins et par écrit, qu'elle respectera notre famille, qu'elle traitera notre fils avec amour et dignité, qu'elle ne tentera jamais de le manipuler ou de l'utiliser dans ses jeux de pouvoir, et que si jamais elle brise cette promesse, la confession sortira du coffre et tout le monde saura qui elle est vraiment, terminai-je fermement. Bastien me serra dans ses bras avec une intensité qui frisait le désespoir, et je le laissai me tenir, pendant que dehors, la nuit tombait sur la campagne bretonne, et que notre fils donnait de petits coups dans mon ventre, comme pour nous rappeler qu'il était là, attendant de naître dans un monde compliqué et imparfait. Les arrangements furent pris rapidement, avec une efficacité qui trahissait le soulagement d'Irène d'avoir trouvé une porte de sortie qui ne menait pas directement en prison, et 1 mois avant la naissance prévue de notre fils, nous nous retrouvâmes tous les 3 dans le bureau d'un avocat discret de Saint-Malo, spécialisé dans les affaires délicates de familles riches, avec des secrets à protéger. La confession fut rédigée en détail,
chaque crime documenté avec des dates et des circonstances, et Irène la signa d'une main tremblante pendant que Bastien et moi regardions en silence, conscients que nous venions de sceller un pacte qui nous lierait tous pour le reste de nos vies. « Je veux que vous sachiez quelque chose », dit Irène après avoir posé son stylo, et pour la première fois depuis que je la connaissais, sa voix était dépourvue de toute arrogance ou manipulation. « Je sais que je ne mérite pas votre pardon, que rien de ce que je pourrais faire ne rachètera jamais vraiment ce que j'ai fait à Mathilde ou à vous, mais je veux passer le temps qu'il me reste à essayer d'être une meilleure personne, une meilleure grand-mère, et peut-être qu'un jour, dans très longtemps, vous pourrez regarder en arrière et voir que j'ai au moins essayé. » Je ne répondis rien, parce qu'il n'y avait rien à dire, mais quand elle se leva pour partir, je ne détournai pas le regard. Je la laissai voir dans mes yeux que je la surveillerais, que je ne baisserais jamais ma garde, mais aussi que j'étais prête à lui donner une chance si elle prouvait par ses actions qu'elle méritait cette chance. Mon fils, Théo Alexandre de Lamont, naquit par une belle journée d'avril où le printemps explosait enfin en Bretagne avec ses couleurs vibrantes et ses promesses de renouveau. Et quand je le tins pour la première fois dans mes bras, sentant son poids chaud et parfait contre ma poitrine, je sus que j'avais fait le bon choix. Irène était là à l'hôpital, gardant une distance respectueuse mais présente quand même. Et quand elle demanda timidement si elle pouvait tenir son petit-fils, je vis dans ses yeux une vulnérabilité authentique qui n'avait rien à voir avec la femme dure et calculatrice que j'avais connue. « Il a les yeux d'Alexandre », murmura-t-elle en berçant doucement Théo, et des larmes coulaient sur ses joues sans qu'elle essaie de les cacher. Mon fils aurait été tellement fier de voir que sa lignée continue malgré tout. Les mois passèrent, puis les années, et lentement, très lentement, une nouvelle dynamique s'installa dans notre famille. Pas parfaite, jamais parfaite, mais fonctionnelle d'une manière que je n'aurais jamais cru possible ce soir glacial où j'avais tendu l'enveloppe à Irène. Elle tint ses promesses, toutes ses promesses, faisant don d'une partie substantielle de sa fortune à des causes qu'elle n'aurait jamais regardées auparavant, traitant Théo avec une douceur et un respect qui me surprenaient chaque fois. Et bien qu'elle ne soit jamais devenue la belle-mère chaleureuse et aimante dont je rêvais, elle devint au moins quelqu'un que je pouvais tolérer, quelqu'un qui avait sa place dans nos vies sans les dominer ou les empoisonner. Bastien, pour sa part, grandit d'une façon que je n'aurais jamais anticipée, apprenant à naviguer entre son amour pour sa mère et sa loyauté envers moi, trouvant un équilibre précaire mais durable qui nous permit de construire un mariage basé non pas sur l'illusion que les problèmes n'existaient pas, mais sur l'acceptation qu'ils existaient, et qu'on choisissait quand même de rester ensemble et de les affronter. Un soir d'hiver, 3 ans après la naissance de Théo, alors que notre fils dormait paisiblement à l'étage et que Bastien et moi étions assis devant le feu qui crépitait dans la cheminée, il me posa une question qu'il n'avait jamais osé poser avant. « Est-ce que tu regrettes de ne pas l'avoir dénoncé ?» demanda-t-il doucement. « Est-ce qu'il y a des moments où tu penses que tu aurais dû révéler tout et laisser la justice suivre son cours ?» Je réfléchis longuement avant de répondre, pesant honnêtement la question, examinant mes sentiments avec la distance que le temps avait créée. « Parfois, admis-je finalement. Parfois je me demande si la justice vraie n'aurait pas été de laisser ta mère payer pour ce qu'elle a fait à Mathilde, parce qu'une vie a été prise et qu'il devrait y avoir des conséquences pour ça. Mais ensuite, je regarde Théo et je pense à la vie qu'il a, à la famille qu'il a malgré tout. Et je me dis que peut-être j'ai fait le bon choix. Pas le choix parfait, mais le meilleur choix possible dans une situation impossible. » Bastien prit ma main et la serra doucement, et nous restâmes là en silence pendant que dehors, la neige recommençait à tomber, couvrant la Bretagne de son manteau blanc et pur, comme si le monde lui-même essayait d'offrir un nouveau départ à chacun de nous. Le document dans le coffre-fort resta là, gardien silencieux de la vérité qui pouvait tout détruire si elle était jamais révélée. Mais avec chaque année qui passait, son pouvoir semblait diminuer légèrement, pas parce que le crime devenait moins grave, mais parce que la femme qui l'avait commis devenait quelqu'un de différent, ou du moins essayait désespérément de le devenir. Je n'ai jamais pardonné à Irène. Pas vraiment, pas complètement, parce que certaines choses sont au-delà du pardon. Mais j'ai appris à vivre avec la complexité de la situation, à accepter que les gens peuvent être à la fois monstrueux et humains, coupables et capables de rédemption,
et que parfois la vraie force n'est pas dans la vengeance implacable, mais dans la capacité à choisir un chemin différent, même quand on aurait tous les droits de détruire. Et par une nuit d'hiver, des années plus tard, quand Théo me demanda pourquoi grand-mère Irène pleurait parfois en le regardant, je lui dis simplement qu'elle avait fait des erreurs graves dans sa vie, mais qu'elle essayait de devenir meilleure et que c'était tout ce qu'on pouvait demander à quelqu'un qui avait perdu son chemin. De continuer à essayer, jour après jour, de trouver la voie du retour vers la lumière. La justice ne crie pas toujours, appris-je ce soir glacial de décembre où tout avait changé. Parfois elle arrive en silence, dans les mains qui tremblent en tenant une enveloppe. Parfois elle ne ressemble pas à la punition qu'on attendait, mais à quelque chose de plus complexe, de plus humain, de plus difficile. Et parfois, juste parfois, le pouvoir de détruire devient le pouvoir de transformer, et la vengeance cède la place à quelque chose qui ressemble, de très loin, à la grâce. Cette histoire que je viens de partager avec vous n'est pas seulement la mienne, elle appartient à chacune d'entre nous qui avons un jour dû choisir entre la vengeance justifiée et une paix imparfaite, entre détruire ceux qui nous ont blessés et construire quelque chose de nouveau sur les ruines de notre douleur. Je sais que beaucoup d'entre vous, en m'écoutant, ont peut-être reconnu des fragments de leur propre vie dans mes mots, peut-être une belle-mère difficile, peut-être un moment où vous avez dû décider si vous alliez riposter ou pardonner. Peut-être cette sensation terrible de tenir entre vos mains le pouvoir de détruire quelqu'un et de devoir choisir ce que cela dirait de vous en tant que personne. Alors maintenant, je vous pose la question qui m'habite encore aujourd'hui, toutes ces années plus tard. Auriez-vous fait le même choix que moi? Auriez-vous gardé le secret et donné une chance à la rédemption? Ou auriez-vous laissé la justice suivre son cours, même si cela signifiait détruire votre propre famille dans le processus? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je le sais maintenant. Il y a seulement les choix que nous faisons avec les informations et la force que nous avons à ce moment précis de nos vies, et parfois, ces choix nous définissent d'une manière que nous ne comprenons que bien des années plus tard. J'aimerais tellement savoir ce que vous en pensez, ce que votre cœur vous dit après avoir entendu mon histoire, parce que vos expériences, vos sagesses, vos cicatrices sont aussi précieuses que les miennes. Et ensemble, nous formons une communauté de femmes qui comprennent que la vie n'est jamais aussi simple que les contes de fées nous le font croire. Prenez un moment pour me dire dans les commentaires d'où vous m'écoutez en ce moment, de quel coin du monde votre voix me parvient, parce que savoir que mes mots traversent les frontières et touchent des cœurs dans des pays que je ne connaîtrai peut-être jamais, me remplit d'une émotion que je ne peux pas décrire avec des mots simples. Et si vous avez vécu quelque chose de similaire, si vous aussi vous avez dû faire un choix impossible entre ce qui était juste et ce qui était sage, si vous portez encore le poids d'une décision qui a changé le cours de votre vie, partagez-le avec nous si vous vous sentez prête, parce que vos histoires méritent d'être entendues tout autant que la mienne. Parfois nous pensons que nous sommes seuls dans nos luttes, que personne ne peut comprendre la complexité de ce que nous avons traversé, mais la vérité, c'est que nous sommes des millions de femmes qui avons survécu à des tempêtes que personne ne voit de l'extérieur. Et il y a une force immense dans le simple fait de reconnaître que nous ne sommes pas seuls. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, si elle a réveillé quelque chose en vous que vous pensiez avoir enterré il y a longtemps, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, parce que ce n'est pas juste une chaîne de plus sur Internet, c'est un espace où nos vérités comptent, où nos âges et nos expériences sont célébrés plutôt qu'ignorés. Nous avons toutes des histoires qui méritent d'être racontées, des leçons que nous avons apprises au prix fort, des sagesses que nous avons gagnées à travers la souffrance et la résilience. Et c'est en les partageant que nous créons quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Quelque chose qui pourra peut-être aider une autre femme qui traverse en ce moment même ce que nous avons traversé il y a des années. Alors dites-moi, auriez-vous tendu cette enveloppe comme je l'ai fait, ou auriez-vous choisi un autre chemin? Et surtout, qu'est-ce que cette histoire vous a fait ressentir au plus profond de votre être? Je vous attends dans les commentaires, avec toute la gratitude que mon cœur peut contenir pour avoir pris le temps de m'écouter, de me comprendre, et peut-être de vous reconnaître un peu dans mon parcours. Merci d'être là, merci d'exister, et merci de faire partie de cette communauté de femmes fortes qui savent que la vraie victoire n'est pas toujours celle qui fait le plus de bruit, mais celle qui nous permet de nous regarder dans le miroir
et d'être en paix avec qui nous sommes devenus.